la puissance du hip-hop et du rap était telle, l'impact que ça avait sur les jeunes générations. Et ensuite, j'ai vu aussi, comme j'étais quelqu'un qui venait du digital et d'Internet, je me suis rendu compte par moi-même qu'une forme d'ostracisation qui avait lieu, la fermeture de certaines portes de médias généralistes à l'époque, on parle du début des années 2000, le fait qu'il n'y ait pas de vitrine et que finalement, de ce fait, les artistes de hip-hop soient les plus malins aux États-Unis comme en France et utilisent le numérique très tôt. Eux ont trouvé toutes les failles possibles et se sont installés dans le numérique. Et quand le numérique a vraiment pris son importance, que ce soit YouTube ou Spotify, ils étaient déjà tellement bien positionnés qu'ils sont devenus à la fois les experts en marketing, en clip, etc. Ce qui fait que l'autre partie de l'industrie avait beaucoup de retard. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mathieu Gallet était très clair à l'époque. Il m'a dit, voilà, tu pars d'une carte blanche avec Friedrich Schlesinger d'ailleurs. Ce qui est rare dans les médias et les médias publics principalement, on crée rarement des médias nouveaux. Et je suis parti sur la base d'un projet, d'une expérience, et j'ai posé les fondamentaux de ce que devait être ce média. C'est-à-dire un média que j'avais appelé, c'était des anglicismes on air, online, on me. C'est-à-dire à la fois un média broadcast de radio, online qui devait être puissant sur YouTube et sur son site internet, et On Me qui disait que c'était finalement la mobilité qui était l'enjeu, donc les téléphones portables, donc les applications, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je reçois Bruno Laforesterie, homme de radio et entrepreneur. À la tête de la station publique Move, il a aussi été le cofondateur de la radio mythique Génération, ainsi que du célèbre groupe iMedia, spécialisé dans la publicité digitale. Bruno nous raconte d'abord l'histoire de Génération, ou comment une radio d'hôpital pour les personnes âgées est devenue une référence de la culture urbaine et hip-hop. Avec comme fil rouge la passion de la radio et celui de créer des projets intergénérationnels portés sur le dialogue, on revient avec Bruno sur les années folles du hip-hop et de la bulle internet. On parle de l'explosion du rap et de pourquoi il est devenu le style musical le plus écouté en France. On discute de son arrivée en 2014 chez Move, alors en difficulté, pour en faire avec succès ce média conversationnel qu'il est devenu, mélangeant les genres, les générations et les cultures, comme avec l'excellent projet Hip Hop Symphonique dont il nous relate la genèse. Enfin, on évoque sa vision de la radio dans les prochaines années, la nécessité de construire une marque média puissante dont les contenus sont trans-plateformes, tout en capitalisant sur le savoir-faire de la radio, celui de produire du format audio innovant et de qualité. Bon épisode. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue sur We Are All Media. Je vais démarrer ce podcast avec une petite anecdote, puisque quand j'avais 17 ou 18 ans, on avait monté une radio éphémère avec le service jeunesse de ma ville. Donc la radio, ça a été un peu mes premiers pas dans les médias. J'ai gardé un super souvenir de cette aventure, mais c'est aussi peut-être une raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était assez étrange d'être d'un coup comme ça sur des ondes, de s'exprimer. Je pense que tu as ressenti un peu ça puisque tu as monté des radios et puis je pense qu'on va y revenir. Pour poursuivre mon intro, tu faisais partie des premiers invités que j'avais identifiés pour ce podcast, en tout cas pour parler de radio. Déjà parce qu'à titre personnel, j'aime beaucoup Move, mais aussi parce que j'ai suivi l'évolution de la radio, son repositionnement plutôt réussi ces dernières années, et aussi parce que tu as eu un parcours entrepreneurial et que sur We Are All Media, on aime bien les histoires d'entrepreneurs médias. Donc on va parler évidemment de Génération, la radio que tu as fondée ou cofondée en 1996, et des autres médias que tu as pu lancer durant ta carrière, donc quelques magazines selon mes sources. On va aussi revenir sur la relance opérée sur la radio Move, station du service public, et qui, sous ta direction, a vu son audience radio doubler en quelques années et littéralement exploser sur le digital. Donc comment relancer une station ? C'est quoi le quotidien d'un directeur de radio ? Comment transformer une marque radio en une marque globale, tout support à destination de la jeune génération ? Tu vas peut-être nous donner quelques recettes magiques ou à minima quelques retours d'expérience éclairants. Et enfin, on finira cet épisode par une petite discussion prospective sur le futur de la radio. Est-ce que ça te va ? Oui, bonjour, merci. Évidemment, c'est assez complet comme panorama avec obligatoirement des éléments que je pourrais partager. La première question que je pose toujours sur ce podcast, c'est comment tu es tombé dans les médias ?
Je suis pas, rien ne se fait, je pense, par hasard dans la vie. C'est peut-être des rencontres ou des histoires de vie. Moi, c'était d'abord une histoire de famille, parce qu'évidemment, mon père qui était toujours vivant, mais un passionné de culture, tout en étant psy et spécialiste des personnes âgées, avait proposé plusieurs idées dans son hôpital à Charlevoix-d'Ivry autour de l'artistique, et notamment la dernière idée était pourquoi pas de monter une petite radio sur l'hôpital pour que les personnes âgées qui vivaient là-bas, c'est un hôpital gériatrique à Ivry-sur-Seine, puissent se parler entre elles à travers la radio. Comme les web radios avant la web radio, sauf que c'était pas du web à l'époque, c'était des émetteurs. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'internet dans les années dont je parle, on parle des années 80, début des années 90. Voilà, donc et de ce fait, moi j'étais à peine majeur, je me suis intéressé au projet et j'ai commencé à y investir en essayant aussi moi-même de créer ma propre émission et de commencer à y travailler, non pas à titre professionnel, mais à titre totalement bénévole, au titre de passionné. Donc je peux dire effectivement que la radio, pour moi, ça a d'abord été une passion, ça a d'abord été le fait de créer un projet radiophonique, d'apprendre à ce que c'est à créer une émission. Et à l'époque, c'était les supports Revox, faire des montages à la bande, passer une nuit à monter une émission, intégrer de la musique sur des CD et des bandes. Voilà, donc j'ai appris la radio telle qu'on la faisait dans les années 90. Et de fil en aiguille, c'est un média qui m'a passionné par son côté chaleureux, humain, interactif. Et il s'avère que cette radio qui s'appelait EFM à l'époque, qui ensuite s'est rebaptisée Génération, quand moi j'en ai pris la direction. Il s'avère que voilà, cette radio est devenue une radio un peu historique et mythique de l'histoire du hip-hop français. Et j'ai pu la diriger de manière très opérationnelle pendant 15 ans et en faire mon métier aujourd'hui. Et parallèlement à ça, j'ai aussi travaillé sur d'autres projets qui m'ont amené à être dans d'autres médias que la radio en parallèle, en fait. Que ça soit évidemment l'Internet dès son lancement en France dans les années 96-97, les DVD, les CD-ROM, donc toute cette génération digitale que certains connaissent encore historiquement, et sur la presse, voilà. Donc je suis devenu entre guillemets un homme de médias par passion et par, je pense, curiosité aussi de développer des projets au niveau de la culture et de la jeunesse. Voilà, c'est un peu ça mon fil rouge personnel. C'est marrant de voir que initialement le projet Génération, enfin qui avant Génération était justement destiné à une cible plutôt âgée, qui en fait après c'est devenu vraiment une radio jeune. Et du coup, quand tu as créé, quand tu es rentré un peu dans ces différents médias, c'était quoi effectivement, tu étais passionné, mais c'était quoi derrière? Tu voulais transmettre de l'info, de l'éducation, de l'émotion, il y avait quoi derrière tout ça? Mais déjà, le projet, depuis le départ, était un projet intergénérationnel, parce que, comme je le disais, mon père était gériatre, donc spécialiste des personnes âgées, et l'enjeu, dès le départ, était que les jeunes parlent aux vieux, que les vieux parlent aux jeunes. Voilà. Donc et puis c'est aussi un de mes fils conducteurs, aussi personnels, on va dire, citoyens, sur le dialogue entre les générations, la nécessité de faire corps, voilà. Donc c'est ça un peu le fil conducteur. Après, il s'avère que le média, quand il s'est développé, a dû, entre guillemets, pour obtenir l'audience qu'il voulait et se développer, vraiment se concentrer sur, entre guillemets, les jeunes et sur un vecteur musical et culturel, ce qui a été le cas de Génération. Mais voilà, ça s'est fait d'abord, évidemment, dans une logique de dialogue, et puis après, associative, ouverte, puis après, dans une logique plus, on va dire, professionnelle, au sens du marketing, au sens de la communication, au sens de l'image, voilà. Et donc, c'est quoi comment ça se passe c'est donc en 96 que tu as démarré? Ça a démarré un peu avant, ça a démarré bien avant. C'est-à-dire que la radio a vraiment démarré dans 91, 92, totalement associative à l'hôpital. Et elle a existé, elle a fait des choses assez importantes en 93, 94. Parce qu'on fait souvent référence au premier freestyle, à Tam Bomb, à toute l'histoire du hip-hop. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre 93, 94, 95. Donc voilà, ça, moi, j'y travaille directement, puis indirectement, puis après directement à partir de 95. Et puis 96, c'est le changement de nom, Génération, et son déménagement à Paris, où effectivement Génération part de Ivry-sur-Seine pour s'installer à Paris et devenir, entre guillemets, une antenne plus professionnelle. Et comment ça se fait que vous arrivez justement à
à passer sur Paris, à avoir une émission, une diffusion qui est plus. Voilà, alors là, ça, c'est évidemment, c'est encore une autre histoire. Il y a eu la question de la logistique et des moyens humains, mais il y a surtout la question du CSA, parce qu'en France, les radios, elles sont octroyées par le CSA. Ouais. L'histoire est effectivement assez longue. Il faudrait plus d'1 heure pour la raconter, mais en 2 mots, la radio qui avait été créée dans un hôpital est devenue une radio assez pirate, parce qu'au départ, l'enjeu était de parler à l'hôpital, puis après à la ville, et puis au fur et à mesure, les émetteurs ont augmenté de manière clandestine, jusqu'à ce qu'un jour, les gens disent, bon, écoutez, si vous êtes gentil, le projet est super, mais en France, vous n'avez pas le droit d'émettre avec des émetteurs sans demander d'autorisation au CSA. Et donc, la radio devait normalement être fermée, et les gendarmes sont venus poser les scellés pour dire, on ferme l'émetteur, même si vous avez le droit d'émettre sur l'hôpital, vous n'avez pas le droit d'émettre sur la ville. Parce qu'il y avait une exception qui fait que les hôpitaux ont le droit d'avoir des radios pour émettre sur leur zone, sur leur périmètre à eux. Mais il s'avère qu'à l'époque, il y a eu Jean-Marie Cavada avec La Marche du siècle, qui pas par hasard, faisait un grand reportage sur l'activité de l'hôpital, des personnes âgées et la culture, et il était présent avec ses caméras quand il y a eu cette discussion, que les gendarmes sont venus pour dire on met les scellés sur l'émetteur, vous arrêtez. Et donc il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'était un projet qui était très suivi, et le CSA a bien vu qu'il y avait une portée symbolique et éditoriale, et il y a eu une discussion à l'époque avec mon père qui a été de dire écoutez, continuez l'expérimentation, on va vous limiter quand même votre durée, mais continuez, et puis si c'est porteur, dans 1 an, vous pourrez répondre officiellement à éventuellement une fréquence, ce qui a été le cas, et donc il y a eu une expérimentation qui s'est prolongée, et ensuite la radio a répondu à un appel, comme chaque année au CSA, et a obtenu une demi-fréquence. Donc, elle a obtenu une demi-fréquence officielle, je pense, en 93, entre 7h et 14h et 19h et 23h. Partagée avec une autre... Partagée à l'époque avec une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Voilà. Okay. Donc, voilà. Et donc, c'est le début officiel de la radio, c'est l'obtention officielle par le CSA d'une demi-fréquence au nom de EFM. Voilà. Et là, c'est devenu évidemment un projet qui s'est professionnalisé. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une grosse audience. Oui, et il s'avère que, parallèlement à ça, cette fréquence a permis à la radio d'émettre de manière officielle sur toute l'île de France. Donc, c'était déjà beaucoup. Et deuxième, là, il y a eu en parallèle, en double mouvement, que dans ces années-là, il y a eu le début de l'arrivée des musiques black et du hip-hop, du rap sur l'antenne. Et comme il n'y avait pas d'autres offres radio à l'époque, Skyrock n'existait pas, Nova, les émissions mythiques de Dynasty s'étaient arrêtées, en fait, il s'avère que de fil en aiguille, au travers des rencontres des gens qui ont pris l'antenne, qui eux-mêmes étaient des connaisseurs, voilà, on parle souvent de Zoxy, de Marc de Bombata, il y a différentes personnes qui sont arrivées, et c'est devenu le lieu où ça se passait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est devenu le lieu de destination des artistes qui n'avaient pas d'autres débouchés à l'époque. D'accord. Et donc, comment ça se passe les premiers temps? Il faut aller chercher des annonceurs. Là, il y a un saut spatio-temporel de plusieurs années. Hein, entre le moment où il y a le premier franc qui rentre. Oui, voilà, le franc. Non, clairement, entre 94 et, on va dire, 97, 98, c'est une association avec des subventions et ce qu'on appelait le fonds de soutien des radios. En France, on a la chance d'avoir, pour les radios associatives qui n'ont pas de publicité, d'avoir un fonds de soutien qui est une subvention, une forme de redevance, qui permet aux radios associatives de ne pas avoir de publicité. C'est limité à 25%, je crois, de publicité, et qui permet de payer le minimum de frais, c'est-à-dire les émetteurs, la technique. Voilà. Donc la radio a pendant très longtemps vécu sur ces fonds-là, ça veut dire avec 2 salariés, voilà. Après, justement, là, on rejoint mon histoire plus personnelle. En 96, moi, je fonde une entreprise qui s'appelle iMedia, qui devient vite une assez grande entreprise et qui devient une entreprise qui a eu beaucoup de succès sur Internet ensuite. Et cette entreprise, évidemment, on décide avec mon associé à l'époque et mes associés de considérer que la radio devenait aussi une activité un peu intéressante et d'essayer de trouver des moyens financiers justement pour financer la radio, parce que notre premier métier à iMedia était de la publicité. Et donc, on avait décidé de considérer que la publicité pour les jeunes, elle se faisait certes sur les magazines, certes sur ce qu'allait devenir Internet, parce qu'on était le premier à vendre des bandeaux publicitaires en France quand même. Oui, avec Infony à l'époque. Les premiers bandeaux vendus sont vendus par iMedia. Ok, d'accord. Voilà. Parce que il y avait Infony qui était l'équivalent de AOL aux États-Unis. Et personne n'avait. C'était en quelle année ça? C'était en 96. 96, 96. J'aurais même pas dit qu'en 96, il y avait déjà de la pub. Ça commençait en 97. Ok. Et la radio, voilà. Donc évidemment, la radio était intégrée dans notre réseau publicitaire. Et on a commencé à vendre de la pub en 96, 97. Et puis au fur et à mesure, d'abord aux maisons de disques, puis au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. Et la radio est restée associative jusqu'en 2002.
Ok. Donc pendant plusieurs années, il y avait de la publicité, mais il y avait aussi des subventions, parce que la publicité était marginale. Et puis en 2002, l'association s'est arrêtée et la radio est devenue une société en s'associant avec une autre radio qui était Paris Jazz pour créer une entreprise commune. Et elle est devenue une entreprise commerciale et qui elle-même est rentrée dans le GIE des indépendants, c'est-à-dire dans la publicité nationale, et devenue une société anonyme. Voilà. Et donc c'était le début d'une autre aventure on va dire de 2002 à 2012, pour moi, parce que je me suis arrêté en 2011, qui était une entreprise commerciale, on va dire, traditionnelle de la radio. Comment ça s'est développé du coup juste avant, à partir du moment où vous avez commencé à justement vous structurer, etc. Est-ce que là vous avez basculé en termes de nombre de salariés, etc. Ou ça s'est fait vraiment en croissance? Ça s'est fait en croissance linéaire, ouais, mais évidemment depuis 2-3 salariés d'Ivry-sur-Seine et que des bénévoles à une dizaine de salariés à la fin de l'association, jusqu'à une quinzaine à un moment donné pour une radio, plus les intermittents. Dans une radio, vous savez, il y a plusieurs types de fonctions. Il y a des gens qui sont salariés à plein temps, qui viennent tous les jours, et puis ceux qui viennent une fois par semaine, qui sont salariés de manière hebdomadaire ou qui sont des prestataires ou qui font de la propriété intellectuelle. Voilà, donc la radio Génération, c'était une communauté en permanence de 50-60 personnes. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis, mais de manière... il y a plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé à Génération sur les 15 années dont je me suis occupé. C'est fait que c'était une grande communauté de gens et un grand réseau aujourd'hui, parce que je dirais pas que tout le monde est passé par là, mais presque. En tout cas, dans ce qu'on fait beaucoup. Dans les gens qui ont entre 30 et 50 ans, on va dire. Et parmi tous ces gens-là, il y en avait certains qui étaient des professionnels et qui ont appris leur métier, qui sont devenus des salariés. Et puis voilà. Et moi qui ai appris aussi mon métier, celui-là et d'autres. Mais le fil rouge, la radio reste mon fil rouge personnel. T'avais une émission, t'as animé une émission. Oui. J'ai passé de l'autre côté aussi. Oui. En 94, justement, je crée une émission qui s'appelait Dialogue à 15, qui était une émission sur l'Europe, parce que je finissais mes études, j'avais beaucoup travaillé sur les sujets d'Europe, et je faisais une émission sur l'Europe, c'était après Maastricht, sur c'était quoi l'Europe, toutes ces questions-là avant l'euro. Voilà, donc c'était une des premières émissions que j'ai animées. Ensuite, j'ai animé une deuxième émission plus tard, qui s'appelait Génération Citoyen, qui était l'émission, on va dire, citoyenne politique au sens interview du terme, où on recevait les invités, on menait le débat, et j'étais accompagné de journalistes, et j'étais l'animateur, producteur de l'émission. Donc je suis effectivement, pendant plusieurs années, j'ai été derrière le micro. J'ai encore quelques exemplaires ici, je pense, de certaines émissions. Je ne sais pas si je les ai toutes. Ça se trouve pas sur Internet, c'est ça? Ça se trouve pas sur Internet, mais un jour, je pense que je prendrai le temps de livrer mes archives quelque part. Parce que voilà, justement, je commence à avoir beaucoup d'archives que je commence un peu à référencer. Voilà, donc, mais évidemment, je suis surtout un dirigeant de médias, un dirigeant d'entreprise, publique et privée. Et aujourd'hui, j'ai pas refait de radio depuis, je dirais, au moins 13-14 ans. D'accord. Et côté iMedia, t'étais opérationnel dans l'aventure ou c'est quelque chose que tu as cofondé et puis après tu t'es concentré sur Génération? Ah non, j'étais totalement opérationnel de 96 à 2002. C'est une entreprise que j'ai fondée à 50-50 à l'époque avec mon associé Cyril Zimmerman. Qui a été coté en bourse après d'ailleurs. Qui a été coté en bourse en 2000. Donc tu as vécu ça aussi, j'ai vécu ça, c'est incroyable. On était la dernière quasiment introduction en bourse en France avant la crise Internet de 2001. Parce que c'était coté en avril 2000. Donc j'ai vécu les années folles. Donc c'est vrai que je fais souvent rétrospectivement sans faire l'ancien combattant. J'ai vécu les années folles du hip-hop, du rap des années 90. Et les années folles de l'Internet où une entreprise pour laquelle on avait mis 1000 francs, 4 ans après, valait 1 milliard de francs en bourse. C'est-à-dire que nous, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on a aussi vécu le haut et puis on a aussi vécu la chute qui fait que cette même entreprise qui valait 1 milliard de francs n'en valait plus que 10 millions un an après. Et puis on revalait 1 milliard 5 ans après. Donc ça a été un yo-yo. Faut avoir le cœur accroché. Le cœur accroché, émotionnellement parlant et businessment parlant, très complexe. Et j'ai beaucoup appris. Voilà, souvent je vous dis, ces gens qui ont vécu ces périodes-là, on a vécu en 5 ans ce que certains prennent 20 ans à avoir. Parce que voir une croissance d'une entreprise comme ça, c'est des entreprises souvent qui prennent 10-15 ans à croître. Et puis voir des phénomènes de descente aussi puissants, ça a été le cas en 2001, ça a été le cas en 2008 pour certains types d'activités, type financière. Mais 2001, pour les gens qui étaient sur Internet, ça a été la curée dans le sens où on était encensés comme les nouveaux explorateurs du nouveau monde extraordinaire. Et puis 6 mois après, les mêmes personnes disaient, mais de toute façon, votre truc, c'était bidon, c'était une bulle, l'Internet va disparaître. Donc moi, j'ai entendu ça, des discours, je le raconterai un jour certainement, mais
Le discours d'une banque qui nous remettait avec une photo le président le prix de la meilleure entreprise de l'année à son siège, Ouais. une photographie, et 6 mois après arrêtait tous les concours bancaires et nous disait mais nous on nous a demandé de nous retirer d'internet, on peut plus, on ferme vos comptes en banque. Avec les mêmes personnes, Incroyable. ouais, qui vous disent ça en disant mais vous souvenez il y a 6 mois on faisait une photo avec votre président en disant qu'on était la meilleure entreprise d'Île-de-France, Ouais. et 6 mois après vous dites que vous n'êtes plus vous voulez plus Vous financer. nous financer, même ne serait-ce que nous financer, fermer nos comptes en banque. C'est Voilà. Donc c'est des choses qu'on a vécues parce que c'est des banques, par exemple, qui disaient tiens, on veut plus être confronté au risque. Ouais, je comprends. Voilà. Enfin, à l'époque, ils ont dû essuyer des plâtres aussi. Tout à fait. Juste, tu peux nous dire 2 mots sur. J'avais vu que tu avais créé quelques magazines. C'était dans la continuité de Génération. Voilà. Les magazines, je ne les ai pas créés personnellement. Ouais, okay. Il y avait toujours des fondateurs parce que je faisais plein de choses à côté. Ah oui. Et créer un magazine, autant la radio, évidemment, c'est quelque chose que j'ai créé au quotidien et mon entreprise immédiate. Autant les magazines, c'est des magazines avec lesquels on a commencé à travailler comme régie publicitaire, puis ensuite on les a rachetés. Ah ok. Voilà. D'accord. Donc c'était des thématiques. Thématiques. Ou même si, quand je dis j'ai pas créé de magazine, j'ai même eu un magazine de bike et de BMX, qui était quasiment une création, parce que le fondateur avait un petit fanzine et je l'ai accompagné pour créer son magazine, qui s'appelait Crime à l'époque. Okay. C'est REAM comme crème. Tribeca aussi, qui était un magazine, qui était vraiment un fanzine qu'on a amené à transformer en vrai magazine. Voilà. Mais les gros magazines, lesquels effectivement, qui sont connus aujourd'hui, même historiquement, sont Radical, qui était un magazine, on va dire, important de la scène hip-hop, au même titre que l'Affiche, mais c'est certainement aujourd'hui qui est celui qui a marqué le plus la presse hip-hop de France, et j'en étais l'éditeur pendant plusieurs années, et aussi un magazine qui s'appelle Magic, qui existe encore, la revue Pop Moderne, qui était un magazine de pop musique. Donc c'était en fait une stratégie musicale large, qui était de dire on allait du hip-hop à la pop en passant par la world music. On avait un univers, une constellation de magazines musicaux, et ce qui faisait que dans nos locaux, il y avait aussi bien du rap que de la pop, que de la world, et on avait une sorte de petite communauté qui était extrêmement passionnante. On a vécu des années, toutes les personnes qui ont vécu ça se disent c'était juste incroyable, parce qu'en fait c'était pas mono, il y avait toutes les émergences et tous les projets musicaux émergents étaient là, et les gens se mélangeaient, se confrontaient. Il y avait les Magic Boys contre les Radical Boys au sens rigolo du terme, en parlant de musique. Voilà, les week-ends et les vendredis, les bouclages étaient des moments assez extraordinaires. J'en ai un très bon souvenir. Et pourquoi les cultures urbaines ? Parce que effectivement, à l'époque, c'était pas si populaire. Aujourd'hui, c'est le premier style musical en termes de popularité. Donc, est-ce que tu as été visionnaire au point de parier que ce soit le premier genre écouté en 2021 ou vraiment tu as vécu ça comme tout le monde, et en voyant ce succès un peu immédiat, même s'il n'a pas été immédiat, mais populaire en tout cas. Visionnaire, il y a des gens qui se réclament visionnaires. Oui, c'est toujours. Oui, à un moment donné, je pense que. Qui a cru, quoi. Voilà, il faut avoir des croyances dans la vie. Je parle personnel et des convictions. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a des convictions culturelles. Ouais. Et j'ai toujours défendu l'esthétique. Le hip-hop, le rap, non pas parce que tout est bien, mais parce que j'ai toujours vu que c'était quelque chose d'important dans les gens qui le portaient, dans les gens qui l'exprimaient, et que c'était quelque chose de fondamental dans la société, que c'était l'expression de quelque chose. Et donc j'ai toujours vu, puis après je me suis rendu compte aujourd'hui, au fur et à mesure, que ce qui se passait dans la jeunesse, en fait, peu de personnes le voyaient, et moi j'étais au milieu, donc je voyais très bien que la route était écrite. C'est-à-dire que la puissance du hip-hop et du rap était telle, l'impact que ça avait sur les jeunes générations, et ensuite j'ai vu aussi, comme j'étais quelqu'un qui venait du digital et d'Internet, je me suis rendu compte par moi-même qu'une forme d'ostracisation qui avait lieu, la fermeture de certaines portes de médias généralistes à l'époque, on parle du début des années 2000, le fait qu'il n'y ait pas de vitrine, et que finalement, de ce fait, les artistes de hip-hop soient les plus malins aux États-Unis comme en France, et utilisent le numérique très tôt, qu'on comprenne très vite que l'avenir était à l'image avec YouTube, comprenne très vite qu'il fallait distribuer avec Musicast, qui est devenu Believe, sur Deezer, qui était à l'époque émergent. En fait, ces artistes, comme ils n'étaient pas globalement dans la mainstream, dans l'industrie, même s'il y avait des artistes de hip-hop dans l'industrie, mais c'était pas le débouché naturel. Eux ont trouvé toutes les failles possibles et se sont installés dans le numérique. Et quand le numérique a vraiment
pris son importance, que ce soit YouTube ou Spotify, ils étaient déjà tellement bien positionnés qu'ils sont devenus à la fois des experts en marketing, en clip, etc. Ce qui fait que l'autre partie de l'industrie du disque avait beaucoup de retard, et ce qui explique aujourd'hui, hormis le fait que le genre culturel, l'esthétique et que les Français aiment bien les chansons à paroles, et que le rap est la chanson à paroles. Évidemment, le rap aujourd'hui est ultra dominant chez les jeunes, et pas que chez les jeunes, parce qu'il y a des gens qui écoutent du rap toute leur vie. Bien sûr. Là, on arrive en 2014. Oui, alors là, on a fait un grand bond. Mais évidemment, on est un peu pris par le temps. Mais moi, je quitte Génération en 2012 parce que c'est la fin d'un cycle de 15 ans. Je suis plus actionnaire de l'entreprise, que mon père et moi sommes partis en tant qu'actionnaires. Et je considère que la boucle est bouclée et qu'il faut aussi passer, tout en gardant le fil rouge, passer à autre chose. Et évidemment, en 2014, j'arrive à Radio France. Donc, Mathieu Gallet, à l'époque, l'idée, c'était le Move, ça s'appelait avant, qui marchait, qui était un peu en... Oui, qui avait connu une descente aux enfers, qui avait connu une descente d'audience considérable et dont le projet était remis en question au niveau éditorial. Donc, l'idée à cette époque, c'est de s'orienter vers plutôt de la culture urbaine, hip-hop, etc. Comment ça se passe quand on arrive dans un média où il faut tout redresser? On commence par quoi? Par tout refaire à zéro, on amène... Oui, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mathieu Gallet était très clair à l'époque. Il m'a dit, voilà, tu pars d'une carte blanche, avec Friedrich Schlesinger d'ailleurs, en me disant, on peut même imaginer que de changer de nom et de repartir à zéro. Voilà. Donc j'avais entre guillemets une carte blanche, ce qui est rare dans les médias et médias publics principalement. On crée rarement des médias nouveaux. Et donc moi je suis parti sur la base d'un projet, d'une expérience, et j'ai posé les fondamentaux de ce que devait être ce média. C'est-à-dire qu'un média que j'avais appelé, c'était des anglicismes, on air, online, on me, c'est-à-dire à la fois un média broadcast de radio, online qui devait être puissant sur YouTube et sur son site internet, et On Me qui disait que c'était finalement la mobilité qui était l'enjeu, donc les téléphones portables, donc les applications, tout ce qui va avec. Ça, je l'ai écrit il y a 7 ans. C'était un peu le dogme de lancement, et donc il y avait à la fois cette stratégie de distribution et une stratégie éditoriale qui était de dire, voilà, le hip-hop musicalement, en termes de divertissement, les cultures urbaines sont notre cœur de divertissement, et on a aussi un département sur l'information et sur ce que j'avais appelé déjà Move Nation à l'époque. Ça s'appelait Move Info, Move Nation, qui était le débat, la citoyenneté. Donc en fait, quand on a pris cette matrice, en fait, ma présentation tenait en une page, même si c'était développé, c'est-à-dire la distribution, les verticales de contenu, et on remplit les cases. Voilà. Et je n'ai fait que, entre guillemets, remplir les cases avec toutes mes équipes depuis toutes ces années, et puis maintenant toutes les cases sont remplies, et ce qui fait que l'univers est extrêmement, je pense, cohérent à 360 degrés, et on retrouve tout sur Move. En tout cas, dans notre univers, c'est un univers hip-hop ouvert, mais qui parle aussi de citoyenneté, de débat, et qui fait émerger des personnalités aussi bien dans la musique, comme Pascal Sefranc qui existait déjà, mais dans la citoyenneté, au même titre qu'un Tanguy Bloom ou un JP Zadi, qui vient d'avoir un César du meilleur comédien, le meilleur espoir. Tout ça pour dire, voilà, on a créé une communauté de gens qui venaient d'un peu partout. Une partie de gens venaient de Génération, parce que c'est des gens qui étaient fidèles et qui ont envie de travailler avec moi. J'ai toujours dit la règle des 3 tiers. Un tiers venait d'expériences, un tiers venait de médias un peu concurrents, et le tiers était totalement de gens qu'on a découvert avec des candidatures spontanées, comme Salma aujourd'hui, qui est notre productrice quasiment la plus importante sur notre antenne et qui a à peine 25 ans. Voilà, des gens qu'on découvre. C'est toujours été aussi mon plaisir à moi de découvrir des personnalités. Le quotidien d'un patron de radio, c'est plein de choses. J'imagine, c'est coordonner plein d'activités. J'imagine qu'il y a une partie un peu marketing avec des études, il y a une partie artistique, une partie production, il y a une partie en 2-3 mots. Je sais que c'est compliqué à décrire, mais en fait, c'est marrant parce que actuellement je réfléchis. Au départ, c'est être un coach. Donc au départ, c'est constituer une équipe. C'est ça. Et mettre des gens, des talents dans toutes les divisions. Donc la radio, c'est surtout quand on fait de la musique, c'est de la musique, donc une équipe musicale, c'est de la communication, c'est de l'éditorial au centre des informations, c'est de la gestion, c'est de la technique. Voilà, donc j'ai un codir avec, c'est du numérique évidemment, avec 7 personnes qui sont chacun en charge d'une des divisions. Donc moi je suis coach à la fois de ces personnes et à la fois d'aller chercher les talents
pour les faire monter sur les différentes antennes, c'est-à-dire la radio, YouTube. Voilà, là, on vient de recruter une jeune femme qui s'occupe de TikTok, par exemple. Ouais. Donc, systématiquement, voilà. Donc ça, c'est à double niveau. Et puis après, on devient, une fois que l'équipe est constituée, on devient capitaine d'équipe, c'est-à-dire qu'on doit motiver, orienter. Ça s'appelle du management. Et s'il y a bien un truc, deuxième fil rouge que j'ai eu dans ma carrière, je suis passionné de radio, de hip-hop, mais je suis en fait un manager. J'ai appris parce que j'ai eu beaucoup d'expériences différentes, à être un manager, c'est-à-dire à gérer des équipes. Et c'est ce qui fait aussi la qualité, je pense, d'un projet, son manager. Et c'est surtout, je pense, savoir effectivement s'entourer Voilà, souvent meilleurs que soi, même parfois. C'est ça le plus dur, quoi. Moi, dans la musique, je n'ai jamais réclamé. J'ai une oreille très... parce que ça fait 25 ans, donc j'ai une oreille, je sais ce qui peut fonctionner encore aujourd'hui. Okay. Et en quelques secondes, je peux me dire, tiens, c'est un bon titre qui fonctionne pas. C'est une sorte de réflexe. Maintenant, je n'ai pas une culture, je suis pas omniscient sur la musique, le hip-hop. Il y a des gens bien meilleurs que moi. Et quand j'animais le comité musique, ce qui n'est plus le cas, j'avais toujours 2 DJ qui étaient nos mentors, plus l'équipe musicale. Et quand on parlait de musique, c'est effectivement eux qui donnaient leurs références. Et moi, ça m'arrivait de donner un arbitrage quand il y avait des questions sur des propos, que les trucs que je chantais pas du tout, des personnalités. Voilà. Mais il faut s'orienter, voilà, dans l'information aussi. Je suis pas journaliste d'information, je suis quelqu'un qui connaît l'information. J'étais directeur de publication, mais il y avait un directeur de rédaction qui était là pour faire le matin la conférence. J'ai jamais fait de conférence de rédaction. C'est pas moi qui donne les guidelines. Voilà, mais je connais, j'essaye de m'entourer des meilleurs. Et je t'entendais parler dans une vidéo dans le média d'entretenir une conversation. Je sais que c'est assez important pour toi, pour le média. Comment vous faites concrètement pour entretenir une conversation avec votre audience ? Aujourd'hui, Move est une plateforme 360. On l'entretient sur nos antennes et on a des moments d'interaction, ce qui fait qu'on doit à tout moment parler avec nos auditeurs. Pendant très longtemps, on a développé une stratégie notamment autour de Snapchat. Parce qu'on avait même créé Snap & Mix, une émission dédiée à Snapchat avec la musique. On considérait que c'était un média conversationnel et les gens qui étaient sur Snapchat conversaient avec la radio, on récupérait les audios et on les diffusait sur l'antenne. Donc ça, c'était des éléments d'assez créativité. Et la conversation, elle se fait en parallèle, en permanence sur tous nos réseaux. On a des équipes dédiées, évidemment, qui parlent, qui réagissent. Voilà, des community managers, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et voilà, donc on est effectivement aujourd'hui dans cette démarche. Rapidement, un petit mot sur le modèle économique. Donc, c'est service public. Il y a une partie redevance. Tout à fait. Il y a une partie pub. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres éléments ? Vous faites, je sais pas, des événements, de l'événementiel ou du merchandising ou des choses comme ça ou... Radio France, nous, on appartient à Radio France à part entière. Donc, Radio France est une très grande entreprise de radio, la première de France de très loin. On parle de 650 millions d'euros de budget. Et là-dessus, Move n'est que 2%, 2,5%. Donc, c'est un petit élément. On est une toute petite quote-part de l'ensemble. Donc, Radio France est financée à 90% par la redevance, 600 millions. Il y a 40 millions d'euros de pub. Mais Move ne bénéficie pas de pub parce que Move est un média jeune. Il n'y a pas de publicité sur Move. D'accord, c'est important. Donc, la publicité à Radio France, elle est sur France Inter, sur France Info, sur France Bleu, pas sur Move et ni sur FIP et France Culture, par exemple. Voilà, donc nous, on n'est pas... Par contre, on ne s'empêche pas de pouvoir faire du mécénat, du sponsoring, ce qui fait que de temps en temps, quand on crée des événements comme Hip Hop Symphony qui ont beaucoup de succès, on peut avoir un annonceur type Crédit Mutuel qui vient en sponsoring. On a le droit d'avoir des sponsors sur des projets spécifiques. Mais il n'y a pas de publicité à l'antenne, vous n'allez pas entendre de la pub pour CEA ou je ne sais quelle marque sur notre antenne. Je fais juste une toute petite parenthèse sur Hip Hop Symphony, là. C'est toi qui as initié ce projet. Tout à fait. Tu peux en dire juste 2 mots rapidement? Oui, alors ça fait partie de mes créations collectives et personnelles dont je suis le plus fier, quasiment. Évidemment, j'ai accompagné, développé quelques marques et projets dans ma vie, dont celui-là. Et évidemment, moi, après toute cette expérience de 20 ans dans la radio, dans le média, parallèlement à ça, j'étais producteur de concerts, j'ai produit beaucoup de concerts. J'ai monté un festival qui s'appelle Paris Hip Hop. J'ai produit le dernier concert de Snoop Dogg, de Nas et Damien Marley, voilà, quelques photos, voilà, ici. Et donc j'étais aussi producteur d'événements, de concerts, donc je connaissais bien la production d'événements. Les métiers que j'ai appris avec Génération à l'époque. Et dans ce fait, j'étais amené à avoir cette idée avec, en disant, mais tiens, il y a 400 musiciens salariés à Radio France. Pourquoi on ne ferait pas, en fait, un grand projet qui unirait les musiciens symphoniques avec les artistes du hip-hop? Voilà, ça, c'est l'idée. Je l'ai vendu au directeur de la musique. Il me dit, pourquoi pas? C'est une bonne idée, mais comment faire? Et là, je me suis dit, comment faire? Je vais le faire. Je sais faire, j'ai déjà fait. J'ai 80% du savoir-faire.
il me manque 20%, c'est-à-dire qu'on n'a jamais écrit de partition, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Moi, je suis pas musicien, donc je ne sais pas comment on compose de la musique. J'imagine, mais je ne sais pas. Ouais. Et donc, j'ai fait aussi une rencontre avec Issam Krimi, qui n'était pas dans l'univers du hip-hop au départ, mais qui est du jazz, Ok. mais qui connaissait, qui aimait. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses qu'on pourrait composer déjà un band musical pour... Il m'a dit, oui, on a composé un band qui venait accompagner les artistes de hip-hop. Ok. Musicalement parlant. Et puis derrière, on a essayé d'imaginer, puis on a fait des belles rencontres avec Camille Pépin, qui est une très grande compositrice, et lui-même, pour finalement commencer à composer de la musique symphonique dédiée au hip-hop. Et cette idée est partie, et le premier a été extraordinaire, parce que personne ne savait. C'était qui le premier Le premier, c'était MC Solar, c'était MC Solar, IAM. ouais. On a tout de suite parti avec les plus gros, pour Ouais. montrer en fait que on est parti avec ce Solar. Maintenant, Jules a vendu plus d'albums que lui, mais historiquement, c'était le premier. Et IAM, et on a mis 5 millions d'albums vendus sur scène. Avec aussi d'autres artistes, Big Flo et Oli, qui venaient de commencer leur carrière, puis voilà, puis Youssoupha, etc. Et le premier événement était tellement exceptionnel, c'est-à-dire que les gens ont vécu une émotion tellement intense, c'était la première fois que ça se passait, Ouais. et y compris à Radio France, les gens disent mais c'est quoi ce truc? Ouais. Et ça a été une sorte de révélation culturelle pour énormément de gens. Et de ce fait, l'aventure est partie comme ça. Et on en a fait 5 avec une montée en puissance. Et là, on attaque la prochaine saison au mois de novembre. Et on va inscrire ça dans quelque chose qui est C'est aujourd'hui... du long terme, ouais. C'est pas juste de l'événementiel. Oui, pas du tout, non. C'est un projet culturel fondamental. C'est-à-dire qu'être capable de mélanger les cultures, les musiques, de toucher... C'est quasiment de 100 millions de vidéos vues hip-hop symphonique. Sur tous les réseaux. Sur les réseaux, sur YouTube. YouTube, c'est 70 millions. Juste YouTube. Ouais. Donc c'est énorme en termes d'impact. Et aujourd'hui, on discute. La BBC nous appelle pour savoir comment on fait. Est-ce qu'on peut imaginer des projets. Faut vendre le format. Ouais, non, mais la savoir-faire. Les gens de Montréal sont en train de le faire. En fait, c'est un projet culturel à l'échelle mondiale. Et c'est un projet sur lequel moi je vais m'investir pour en plus le diffuser encore plus puissamment. Non, c'est génial. Je trouve ça super comme projet. Donc on arrive sur la partie un peu future. Je voulais un peu échanger avec toi. Sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lancer sa web radio, son podcast, j'en suis la preuve. On a aussi des plateformes comme Spotify qui captent forcément une partie de l'attention. Et du coup, je voulais un peu discuter avec toi de l'avenir du média radio. Est-ce que, à l'instar de la télévision, c'est un média qui va, dans le futur, se recentrer sur ce qui fait un peu sa spécificité et qui peut rassembler, c'est-à-dire le direct, les grands événements, le sport, l'information, pour continuer d'exister? Ou est-ce que finalement ça va être une marque globale qui va produire du contenu sur tous les supports? Voilà. Alors déjà, ce qui est intéressant, le média radio, c'est évidemment des marques, ce que j'appelle les plateformes de marques. Ouais. Aujourd'hui, les plateformes de marque les plus puissantes sont des plateformes GAFA, les réseaux sociaux. Quand vous demandez aux jeunes quelles sont les marques connues, ils vont vous dire Spotify, ils vont vous dire Deezer éventuellement, ils vont vous dire YouTube, ils vont vous dire et principalement Netflix. Quand on interroge les jeunes sur leur marque préférée, c'est Netflix la marque numéro 1 chez les jeunes souvent. Ouais. Devant McDonald's et autres. Netflix, c'est quelque chose de très puissant aujourd'hui dans la psychologie des jeunes. Donc c'est des marques anglo-saxonnes. Mais en fait, quand vous regardez dans le top 50, finalement, il y a des marques qui sont des marques de médias françaises qui sont assez puissantes et les radios font partie de ces marques puissantes. Un Skyrock, un Énergie, un Move. Il y a des notoriétés fortes. Nous, Move, c'est plus de 60%, 70% de notoriété sur notre cible. Donc, ce qui veut dire que c'est donc les marques qui ont une notoriété et un positionnement. Donc, c'est déjà l'enjeu des médias, c'est déjà un enjeu marketing. De travailler la marque. Un média, c'est une interaction entre des gens et une marque, dire d'une manière ou d'une autre, par des contenus. Donc déjà, les marques sont relativement puissantes et finalement existent. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le sujet. Et pour moi, la réflexion, c'est plutôt entre ce qui est de l'ordre du flux et du stock, c'est-à-dire le linéaire, le délinéaire. Historiquement, le broadcast assume une puissance, c'est bien une couverture et un tapis de bombe au sens continu et une relation permanente avec une audience. Ce qui permet quand on dit qu'une radio comme Move, il y a 450 000 personnes qui l'écoutent tous les jours 1 heure, quand vous faites 450 000 ou 500 000, c'est petit, fois 1 heure, fois 60 minutes, ça fait quand même beaucoup de minutes. Écoutez, voilà. Mais quand vous dites, même si vous avez 5 millions de vues sur une vidéo, à la fin, ça fait 5 millions de vues fois 3 minutes, c'est beaucoup moins important qu'une écoute en continu. Donc, mais on sait très bien que cette écoute continue va baisser. Donc, en fait, l'enjeu pour nous, en tout cas pour moi, c'est de considérer que aujourd'hui, à l'époque, 100% de mon audience était broadcast. Maintenant, c'est 80%.
ou même, j'irais même 70, parce que les 450 ou 500 000 qui nous écoutent, finalement, j'ai au moins l'équivalent qui consomment nos médias sociaux. Ouais. Et il faut se projeter que peut-être dans 2-3 ans, on sera à 50-50. C'est ça. Et que finalement, ce qui est de l'ordre du flux permanent occupera une part, mais deviendra un média comme les autres. C'est-à-dire que peut-être un jour, on mettra autant de moyens sur YouTube. C'est ça. Ou sur Spotify, mais YouTube, c'est le plus facile, YouTube, de comprendre. C'est un média puissant. Que sur la radio. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de la mutation. Nous, l'avantage qu'on a à Radio France, c'est qu'on n'a pas un modèle publicitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire que la pub radio, mais qui est très rémunératrice, et YouTube, c'est pas rémunérateur. Donc, on a la capacité, au fur et à mesure, de basculer des moyens ou d'avoir des moyens pour équilibrer en fonction des audiences, indépendamment des logiques commerciales, ce qui est plus complexe pour les autres partenaires, pour les radios privées, parce que pour l'instant, 95% de leurs recettes sont publicitaires sur la radio. Ouais. Et voilà, nous, on a la chance, de service public, d'essayer de s'adapter à notre audience et de dire à un moment donné, si on me donne 1 million, peut-être qu'un jour, aujourd'hui, je mets 800 000 sur la radio, 200 000 ailleurs, et peut-être que dans X années, je mettrai 500 000, parce que l'audience de la radio, il y aura moins de rendez-vous à la radio, les rendez-vous seront produits pour YouTube et peut-être diffusés à la radio, YouTube ou sur le podcast notamment. Ensuite, sur le podcast, qui est un vrai sujet, c'est le sujet de la délinéarisation de l'audio. C'est ça. Le podcast, c'est tout simplement des émissions de radio, pas plus, pas moins. Moi, j'ai commencé la radio il y a 25 ans, je faisais déjà du podcast. En fait, je faisais une émission qui était diffusée sur une antenne. Puis ensuite, je faisais les cassettes et je les envoyais dans d'autres radios. Ça s'appelait un podcast. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il y avait à la fois une diffusion en direct et puis à la fois, il y avait des cassettes qu'on envoyait et ça aurait été des CD. Maintenant, c'est voilà. Donc, il y a aucune invention dans le podcast au sens de la création. Les podcasts qu'on entend aujourd'hui, on aurait pu les entendre sur des réseaux associatifs il y a 20 ans, il y a 15 ans. Encore, on peut les entendre en direct dans certains endroits. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est les plateformes de podcast, c'est le fait que maintenant, on fait de la radio à la carte et que quelqu'un n'ait plus besoin d'attendre son rendez-vous le dimanche à 11h, si on est le lundi matin, pour pouvoir parler d'un sujet qui l'intéresse. Il n'attend pas son émission de cuisine du dimanche pour avoir son émission de cuisine le lundi. Donc, effectivement, il y a une multiplication de l'offre et on revient sur ce que moi, j'ai toujours travaillé, je l'ai déjà écrit, théorisé. C'est la question entre le fédérateur, les niches, les grosses niches, les petites niches. Voilà, il y a des thématiques, exactement comme dans l'édition de la presse. Moi, c'est des modèles très connus qui s'apparentent à ce que fait la presse, ce qu'a fait la presse. Moi, j'étais éditeur de magazines spécialisés de musique, par exemple, donc qui étaient en fait pas des podcasts, mais des magazines géants qui amenaient beaucoup d'informations sur une thématique. Puis il y a des gens qui faisaient des magazines généralistes et d'informations. C'est la même chose, le podcast. Il va y avoir des podcasts entre guillemets puissants qui veulent fédérer, toucher, même si c'est très rare encore en France, mais il y en a sur certaines thématiques. Puis après, il y a des thématiques beaucoup plus spécialisées où il y a des éléments d'information. Puis après, c'est le darwinisme média. Ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine émergent. Bien sûr. Et à la fin, il y a toujours des leaders, des micro-leaders, et puis des gens qui sont des passionnés, au même titre que... Moi, souvent, je compare l'époque des podcasts à l'époque des blogs que j'ai connus. Tout le monde était blogueur, faisait son blog. Quelques-uns ont créé le Huffington Post qui est devenu à un moment donné un vrai média puissant. Et puis il y a plein de blogueurs dont on n'entend plus parler ou qui continuent à écrire. Ça s'appelle les écrivains. Le podcast, c'est la même chose. Il y a certains podcasts qui seront très puissants et tant mieux. Puis certains qui resteront comme un blog, un petit billet audio plutôt qu'un billet écrit. Donc et sur la question du fait que en fait aujourd'hui la télé fait de l'audio, la radio fait de la télé, les magazines font du contenu vidéo, et du coup est-ce que si on se projette dans 10-15 ans, est-ce qu'on va avoir des marques médias au sens large, ou est-ce que la radio, il y aura toujours une ADN radio avec quelque chose de particulier, ou finalement ça va être vraiment des marques médias et ça sera des marques médias, des plateformes de marques qui s'adressent à des cibles. Donc voilà, c'est rien de nouveau. Elle était une plateforme de marque qui s'adresse à des cibles féminines au travers différents... Au départ, c'était la presse magazine, puis après, ça a été décliné. Je crois qu'il y a même une télévision à un moment donné qui s'appelait Elle. Voilà. Donc ça sera la même chose, mais adapté au numérique et à des nouveaux réseaux type TikTok, etc., où chacun doit avoir une empreinte sur l'existant. Il y aura dans tout ça, chaque marque aura, entre guillemets, un premium, et la radio, ça sera le premium audio, parce qu'on aura beaucoup plus investi dans l'audio que dans l'image. Tout le monde peut pas investir partout de la même manière. Donc il restera quand même une sorte d'année, en tout cas une expertise. Voilà, quand vous voulez monter un documentaire audio avec des moyens, il faut mettre 3 personnes qui partent à l'étranger pendant 3 semaines pour faire un documentaire audio d'1 heure, 1h30, ce qui revient quasiment à faire un documentaire vidéo. Donc à un moment donné, il y a des gens qui mettent des moyens. Radio France met beaucoup de moyens pour l'audio. Donc de ce fait, on fait des produits de qualité avec des gens de qualité. Quand on fait une fiction audio,
C'est des dizaines de comédiens qui travaillent. Faut savoir qu'à Radio France, on est le premier employeur de comédiens aussi en France. Ouais, c'est important de le dire. 1500 personnes qui travaillent régulièrement, Ouais. donc qui ont fait des fictions audio. Je pense qu'avant que d'autres personnes mettent autant de moyens pour faire de l'audio, et parce que, y compris par rapport à l'audience qu'on fait, il peut se passer beaucoup de temps. Donc on aura une plateforme de marque avec un premium audio, mais par contre, on va monter en puissance partout. Et puis certains qui sont premium vidéo ont aussi des impacts sur l'audio. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des marques qui soient extrêmement fortes, Ouais, qui a un vrai récit, qui a un vrai impact, et puis qui est ce que j'appelais moi la règle des 3 T, crédibilité, légitimité, authenticité, ce qui fait que les gens comprennent à qui ils s'adressent. Excellent. On passe aux questions de la fin. Donc je te pose des questions rapides. Quels médias, toi, tu consommes au quotidien ? Moi, je consomme 2 types de médias, évidemment. Tous les médias généralistes d'information, audio comme écrit. Et évidemment, je vais citer les noms de la maison, des France Inter et Le Monde aussi. C'est mon univers, etc. Et je consomme au quotidien aussi des médias plus spécialisés qui sont dans mon univers urbain, que ce soit des Bousca, des Yard, pour rester au fait de la concurrence au sens éditorial, pour voir ce qui se passe et pour voir où il y a de l'innovation. Parce que souvent, dans ces petits médias, petits qui sont devenus gros, où il y a beaucoup d'innovation éditoriale et ça me challenge énormément. Quand je vois des nouveaux formats sortir, je fais on n'y a pas pensé. Donc je regarde beaucoup aussi ce qui se passe. Je suis ce qui se passe sur YouTube. Donc à la fois j'ai une consommation média traditionnelle puis une consommation, on va dire, de beaucoup quand même sur les formats YouTube et les médias internet. Je vais sur TikTok régulièrement, mais je regarde un peu, et Instagram. Mais c'est les médias professionnels que je consomme. Bien sûr. Voilà. Et pour mon métier. Puis après, il m'arrive de consommer tous les autres types de médias. Il y a des intérêts personnels ou passions, mais c'est ma consommation du quotidien, d'abord professionnelle. Ouais, absolument. Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à recommander ? Alors, avant, en préambule, on l'a pas dit, mais tu as écrit un livre en 2020 ? Oui, juste en novembre 2020, il y a quelques mois. Voilà, si tu peux juste en dire un mot et après tu nous donneras peut-être une petite reco. Oui. Voilà, moi ça fait plusieurs années que je réfléchissais. Je suis très investi sur les questions de jeunesse et de culture, et de jeunesse et aussi de quartier qui est lié à la question sociale, etc. Je me suis fait une réflexion depuis plusieurs années. Moi, je fais partie d'une génération où la question du cannabis était récréative et festive. Je suis pas un consommateur, etc. C'est même pas le sujet, mais c'était passe le ouin, je l'NTM, et on voit les effets que ça donne. Et j'ai vu dans l'émergence du rap ces dernières années le passage du récréatif à l'industriel. On est passé du passe le ouin, je tiens le bloc, je tiens le terre-terre, je fais des millions. Et j'ai vu ça. Et puis évidemment, sur le terrain, on le sait que ça se passe comme ça. Et j'ai eu cette réflexion de comment on avait eu un tel changement, de passage de quelque chose de récréatif à une industrie. Un vrai business, qui est un business qui tient aujourd'hui les quartiers entiers et qui obsède la jeunesse. Donc j'ai voulu prendre la parole sur ce sujet en disant que j'appelais H la honte de la République, qu'en fait on n'avait pas bien perçu l'impact que ça avait, parce qu'on le voyait que du côté tiens il y a de la drogue, mais on le voyait pas sur le côté 360 de ce que ça avait comme impact sur la société, en termes culturels, en termes économiques, en termes de relations. Voilà. Donc j'ai réfléchi à tout ça, j'ai travaillé, j'ai voyagé aussi quand j'étais aux États-Unis, je suis allé dans différents pays pour voir comment ça se passait à titre personnel, hein. Et puis voilà, j'ai sorti ce livre pour contribuer au débat, et puis je suis très content parce que finalement le débat c'est quand même très ouvert dans la réflexion, c'est plus un débat partisan, c'est un débat citoyen qui touche tous les partis, toutes les générations. Il peut y avoir des gens qui sont d'accord ou pas sur la question de la légalisation, mais j'ai pas voulu aller sur la question qu'il faut légaliser absolument. J'ai voulu aller sur voilà quelle est la situation, quel est le partage et comment maintenant on opère une transition, parce que c'est pas tenable de rester comme ça. Voilà. T'en as discuté avec des politiques justement ou... Oui, bien sûr, ils m'ont tous plus ou moins appelé, j'en ai beaucoup parlé. Ça c'est bien, ça te permet de... Exactement, ça m'a permis de porter une voix surtout quelque part. De porter une voix, et j'ai pas voulu en faire un objet polémique et de faire une campagne intense de communication. C'était pas mon objet. Mon objet c'était que faire du consensus, et ce livre a fait consensus, donc je suis très content. Et je mettrai un petit lien de référence pour les gens qui sont intéressés. Le consensus chez Général, quels que soient les partis, les gens qui s'intéressent au sujet. Ok, et donc si tu as un livre autre à recommander... Évidemment, je recommande un roman qui fait le lien entre mes deux univers. Le Petit Pays de Gaël Faye, c'est un de mes 10 livres de chevet, on va dire, que je recommanderais, qui m'a extrêmement touché, autant par la personne que j'ai connue, Gaël, quand il était jeune artiste, avec Milk, Coffee and Sugar à l'époque. J'ai vu son évolution, et c'est quelqu'un que j'admire et que j'apprécie personnellement. Et au-delà de ça, le fait que je l'apprécie humainement,
tant qu'artiste, j'ai été totalement embarqué dans son livre et son récit qui m'a beaucoup ému. L'histoire familiale, voilà, c'est un livre que je recommande parce que c'est un livre crossover. Voilà, et c'est pas un livre. Il a eu un prix. Oui, il a eu plusieurs prix. Des lycéens. Exactement, des lycéens. Mais au-delà de ça, c'est aussi la preuve que quand on est un artiste, un écrivain, le support, un texte de rap est une fiction, est un écrit, est une œuvre, même titre qu'un livre. Mais souvent, on n'a jamais considéré que les textes de rap étaient des œuvres à part entière, parce qu'on considère que c'était une sous-culture. Maintenant, ça revient. Puis dans 10 ans, il y aura des académiciens qui viendront du hip-hop. Peut-être qu'Oxmo Puccino sera un jour académicien. Et on verra que son œuvre, ce qu'il écrit, c'est de la poésie. On étudiera ça dans le collège. Je raconterai ça à mes petits-enfants. J'ai bien connu Oxmo Puccino, où je prends cet exemple parmi d'autres. Ils sont très nombreux à avoir une plume extraordinaire. Donc ça fait partie des choses. Mais ça a été comme une vraie reconnaissance que Gaël Faye, qui est un artiste rappeur, il le dit, je suis un rappeur, et il l'assume, fasse un livre qui se vend en millions d'exemplaires quasiment, qui soit traduit dans tous les pays, qui fasse l'objet d'une adaptation au cinéma. Voilà, c'était une fierté pour moi. C'est un beau symbole, ouais. Très beau symbole. Génial. Dernière question pour les personnes qui écoutent ce podcast, qui ont justement peut-être des projets de livres, de podcasts, de monter une radio, je sais pas. Est-ce que tu as un conseil simple à leur donner? Le conseil, voilà, j'ai pas de conseil. La seule question, c'est que la vie est faite de passions uniques ou successives. Il faut les vivre à fond. Voilà, c'est tout. Moi, ça, c'est ma ligne C'est pour ça que quoi qu'il m'arrive, je suis extrêmement serein en général parce que j'ai une ligne rouge et je suis totalement confortable par rapport à ce que j'ai fait, avec des énormes succès, des échecs. Mais finalement, je dis souvent à mes équipes, le succès et l'échec, ça fait partie de la vie, mais il faut savoir pourquoi on échoue et pourquoi on réussit. Et souvent, c'est quand on est dans la confusion, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, qu'on ne sait pas savoir pourquoi on est. Voilà, moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai un fil rouge, je fais les choses par passion, mais en essayant, en évoluant, en rationalisant ses passions, je ne fais pas n'importe quoi. Mais je considère que ce que je fais, et ça, c'est vraiment extraordinaire dans une vie, parce que ça vous remplit. Quel que soit votre projet, et en fait après vous n'avez aucun doute, et même quand ça marche pas, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Donc en fait il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de regret en plus. Pas de regret, c'est quand on fait les choses contre soi, contre ses envies, qu'on génère une frustration. Alors peut-être qu'elle peut être compensée par un succès, qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec des choses qu'ils détestent, mais tant mieux. Mais au moins ils ont une compensation. Puis fondamentalement, quand les gens font des choses qu'ils n'aiment pas et qui n'en tirent aucune satisfaction, y compris matérielle, souvent ça fait l'objet pas de désespoir, mais de tristesse, de malheur. Voilà. Donc moi c'est ça, une série de passions successives qui font que je suis très content de ce que j'ai fait, et sans être, je suis pas non plus BA, mais je ne suis qu'au milieu de l'histoire. Je pense, j'espère. La passion comme driver. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ton partage. Et puis à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.